Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous parlons de la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu jusqu'à ce matin. Les affrontements se sont poursuivis entre le M23 soutenu par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée loyaliste contrôle en ce moment les villages de Ndondo et Mweso. Kichanga est toujours sous contrôle des rebelles du M23 RDF. Nous allons parler de toute la situation des fronts et un regard analytique sur ce qui se passe sur le plan diplomatique dans ce nouveau numéro de Critique Actu. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir dans un instant notre invité. Restez avec nous. Voilà, encore une fois, bienvenue à vous toutes et vous tous de partout d'où nous suivez à travers le monde. Pour en parler, je reçois le professeur Dr Dadi Saleh. Il est analyste des questions politiques et sécuritaires dans la région des Grands Lacs. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, pendant que le pape François séjourne à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les terroristes du M23 poursuivent toujours les affrontements contre les FARDC. Malgré d'intenses combats hier sur plusieurs fronts, Kichanga, qui est la cité stratégique en territoire de Massissi, est toujours sous contrôle du M23. Est-ce que vous pensez que tous ces efforts des FARDC vont finalement payer peut-être aujourd'hui ou demain? Oui, les efforts des FARDC paieront toujours et payent parce qu'on doit féliciter les FARDC. Ils sont en train de faire un grand travail depuis très longtemps. Ils se sacrifient pour moi, pour nous, pour tous les Congolais. Il n'y a rien à dire là-bas, quel que soit ce qu'il y a. Il faut dire que dès le départ de toutes ces histoires, je pense que le problème, ce n'est pas le FARDC. Le problème, c'est plutôt la direction de FARDC. Et la direction de FARDC, c'est uniquement le chef de l'État qui est le garant de la nation et qui est exactement le chef des armées, et que nous voyons effectivement les gens qui font la politique de l'armée, c'est-à-dire le ministre de la Défense, le Premier ministre, mais aussi ceux qui font de loi, c'est-à-dire les députés. Je pense que le problème pour la sécurité ou bien l'insécurité au Congo se trouve plus à ce niveau-là. Même si nous acceptons qu'il y a d'infiltration, mais les infiltrations, c'est d'abord un point politique. Qui avait fait des brassages, qui avait permis des brassages, ce sont les politiciens. Vous comprenez l'idée? Qui avait permis à ce que nous puissions avoir des groupes armés qui entrent, quelqu'un qui était caporal, qui entre comme maintenant colonel, qui est général, quelqu'un qui vient du Rwanda, de l'Ouganda, ils ont pris des postes. Ce sont les politiciens qui ont permis tout ça, et c'est ça notre vrai problème pour l'instant. Voilà, et nous sommes dans une démarche régionale avec l'intervention de la force régionale de l'EAC. Des officiers rwandais ont été rapatriés. C'était une révélation, j'en ai parlé hier en passant. Je pense que vous aurez un commentaire. Oui, sans problème. Mais avant de donner ces commentaires, j'aimerais que ces commentaires soient dans un cadre un peu logique de ce que nous vivons selon mon entendement. À vrai dire, nous vivons effectivement un complot international depuis 1960, et là c'est sous une autre petite forme, mais c'est le même complot pour que la République démocratique du Congo ne soit jamais un État fort selon eux et ne puisse jamais s'en sortir et être stable. Ce complot international a des ramifications au niveau régional, et pour l'instant nous voyons que le maître de ces complots, c'est le Rwanda, et plus l'Ouganda et d'autres pays, bien sûr. Ça, c'est au niveau régional. Et au niveau local, nous avons un peu ce que j'appelle autorité morale. Ce sont les bras forts de ces complots internationaux contre la République démocratique du Congo, contre le peuple congolais. Mais ces autorités morales, nous vivons avec elles. Parce que parfois, les gens pensent que les coupables de ces complots, de ces malheurs que nous sommes en train de vivre sont loin. Non, parmi les coupables, on a des Congolais, on a des étrangers aussi qui se sont transformés en Congolais et qui jouent de très mauvais rôles. Donc, on est infiltré souvent même depuis plus de 20 ans jusqu'au sommet
de l'État congolais. Donc vous comprenez que c'est de ça d'abord qu'il s'agit. Parce que maintenant, dès qu'on va parler de l'Eastern African Community, je pense que c'était la question, n'est-ce pas? Oui, avec ce retrait. Donc c'est même pas un retrait, c'est... Exactement, c'est n'importe quoi. Ils ont été renvoyés, c'est clair pour moi. Ouais. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Le mot est clair parce qu'il n'y a plus d'autres mots. Ça va? Les mots est clair. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit dès le départ. Vous pouvez suivre toutes nos interventions un peu partout là où nous passons. Le premier jour qu'on a dit qu'on entre dans l'Eastern African Community, j'ai dit, et beaucoup de Congolais, je ne suis pas seul, ont dit que c'était une erreur diplomatique majeure, pas mineure. Erreur diplomatique majeure. Pourquoi? Parce que l'Eastern African Community est composée au moins à plus de 80% des pays hostiles à la République démocratique du Congo. Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Kenya, etc. Hostiles, c'est-à-dire quoi? Ce sont des pays qui n'ont pas intérêt à ce que la République démocratique du Congo puisse être stable et puisse surtout développer son économie. Ouais, qui ont des intérêts économiques. Exactement, et économiques et d'espace. Pas seulement économique. Donc, ils ont intérêt à ce que la RDC soit balkanisée, parce que c'est à leur avantage, et ils ont intérêt à ce que la RDC ne puisse pas avoir une armée forte. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils pillent les coltans, les diamants, l'or, et effectivement, et que notre industrie ne puisse jamais s'en sortir. Donc, détruire vraiment la production. Ça va, tout simplement, comme ça, on va consommer tous les produits du Kenya, de l'Ouganda. Ben, sinon, ils s'appauvrissent. Ils gagnent énormément d'argent. Il faut aller dans les supermarchés à Goma, vous allez découvrir que les produits tous les produits viennent de l'extérieur. C'est ça la vraie question. L'analyse n'est pas compliquée. Donc, on ne pouvait pas entrer dans l'Eastern African Community si nous n'avons pas les rapports de force en termes économiques et en termes militaires. Ce qui fait que c'était une erreur. Je ne fais que me répéter. Et c'est une analyse, j'estime, objective parce qu'elle est aussi scientifique. Donc, c'était déjà une bêtise. Donc, avoir l'Eastern African Community aujourd'hui au Congo, une bêtise diplomatique et nous en payons les prix. Mais est-ce que nous étions obligés d'accepter cette force régionale? Parce que faire partie de l'Eastern African Community n'est pas synonyme d'accepter d'entrer dans une démarche militaire. Nous pouvons rester sur d'autres opérations économiques, par exemple. C'est la RDC, parce que la RDC pourrait aussi tirer profit sur le plan des transactions économiques. Malheureusement, non. Oui, parce qu'on s'y attendait. Non, le problème des visas pour entrer au Kenya, en Tanzanie et tout. Tout cela, ce sont des petits effets. Ouais. Donc, nous avons les effets macro et les effets micro. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, que même Satan, même le voleur, quand il entre, il peut donner des biscuits à l'enfant. C'est ce que vous êtes en train de me dire, qu'il y ait des visas, etc. Pourquoi est-ce que les voleurs n'entreraient pas dans votre maison? Des échanges. Là, je parlais des échanges économiques. Et c'est ça, effectivement. Ouais. Parce qu'il faut dire que nous avons l'import et l'export. Nous exportons quoi? Nous ne faisons qu'importer. On n'a pas d'industrie, sauf si vous ne le saviez pas. Quelle industrie d'exportation on a de matières transformées? On n'a que les bruts qu'on exporte. Un point entrée. C'est ça le malheur que nous avons. Exactement, donc c'est prévu. C'est pas que ça s'invente. Ce qui fait que si nous ne développons pas notre économie, là je parle vraiment en économiste, ça va. C'est-à-dire qu'entrer dans l'Eastern African Community, c'est tuer encore nos industries. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous n'avons pas la capacité de faire concurrence à certaines entreprises qui ont des subventions, n'est-ce pas? Qui ont déjà une certaine expertise, qui produisent déjà à large échelle et qui malheureusement, comme vous l'aurez constaté, mais on n'a aucune banque vraiment congolaise dans le sens vraiment des capitaux des Congolais. Ce qui fait que ce sont ces banques-là qui permettent le montage financier. Nous, on ne va pas s'en sortir économiquement avec ça. Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe qu'il y a vraiment des avantages. Oui, il y a un, deux, n'est-ce pas? Même un enfant qui doit avoir 3 sur 10, c'est-à-dire qu'il a quand même travaillé. Mais là, échoué. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons sur l'aspect sécuritaire, comme il y a des affrontements maintenant à Kichanga. Au départ, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, avait bien affirmé aux côtés du porte-parole du gouvernement qu'il ne sera jamais question que des troupes rwandaises soient envoyées sur le sol congolais dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Mais nous avons été surpris d'apprendre qu'il y avait des officiers rwandais au sein de l'Eastern African Community. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de trahison? Des forces armées de la RDC qui sont en train de combattre contre les Rwandais et qui doivent faire une composition avec des Rwandais au sein de la force régionale de l'EAC. Je n'ai pas été surpris parce que, je me répète, n'est-ce pas? Ce n'est pas un voleur qui entre dans votre maison et qui amène des biscuits et que vous pensez qu'il ne va pas vous voler, quelle que soit la stratégie. Il peut avoir cassé la porte, il peut vous avoir demandé d'entrer, ça va, mais c'est le voleur.
C'est ça qui se passe exactement. On ne devait rien attendre des consistants de cette force. Ce qui fait que vous avez compris, quand les Rwandais, preuve à l'appui avec les rapports, par exemple, de l'ANER, avec les rapports de l'ONU, que les Rwandais se battent à côté du M23. Et l'Ouganda, les rapports de l'ANER, encore une fois, et des Nations Unies. Or, parce que là, vous citez seulement les amis du Rwanda, n'est-ce pas? Oui, dans la configuration de l'Eastern African Community, mais je parle aussi des Ougandais, qui sont aussi là-dedans. Or, ils font partie intégrante totalement du M23. Parce que pour moi, le M23 n'existe pas. Il n'existe que ces complots internationaux, ça va, chapeautés pour l'instant sur le plan pratique par le Rwanda et l'Ouganda. Mais les néocolonialistes, les États-Unis, la France, je les cite, n'est-ce pas? Les États-Unis, la France sont totalement derrière. Donc, on ne doit pas faire miroiter aux Congolais de petites histoires. Donc, la force de l'Eastern African Community, c'était inacceptable déjà, n'est-ce pas, que ça puisse venir, parce que sa composition est déjà hostile. Donc, si nous venons de chasser, parce que c'est la question, n'est-ce pas, le gouvernement vient de demander que les officiers rwandais puissent renvoyer, ben, je me dis, écoutez, c'est normal. C'est avec retard, parce que bien sûr, au fond, il ne sera jamais tard, mais c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que gouverner, c'est prévoir. C'est ça le problème. Mais qu'ils puissent les chasser, je félicite. Parce que nous sommes déjà dans l'action. Vous me suivez? Je félicite les gouvernements qui viennent de chasser les officiers rwandais. Mais je demande, et je devais même exiger en tant que population, article 5 de la Constitution, je devais exiger au gouvernement de chasser l'Eastern African Community, puisque dans sa composition, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a les Burundi, n'est-ce pas, qui sont hostiles. Tout ce pays, je vous ai dit plus de 80%. Donc la force elle-même est hostile. Chasser les officiers rwandais, félicitations, mais c'est insuffisant. Moi-même, j'ai des preuves. Si quelqu'un vient après cette émission, nous avons des preuves et même des noms, ça va, des infiltrés qui sont dans la force de l'Eastern African Community. Qui ne sont pas rwandais. Exactement. Et même des Rwandais. Et on sait très bien qu'ils ne devaient pas faire des zones tampons. C'était pas ça la mission. Mais ils ont créé des zones tampons qui bénéficient effectivement à l'ennemi. Je me demande, c'est là où je parle souvent de la politique d'Autriche et une diplomatie naïve. J'insiste. La politique d'Autriche et une diplomatie naïve. Même un enfant, ça va, des 5 ans, de l'école maternelle, je pense que mon enfant qui est en première comprend que ce n'est pas possible que nous puissions avoir des preuves que les Ougandais se battent contre nous. À Rutshuru, à Bunagana, un peu partout, mais ils se battent aussi avec nous. Vous comprenez? Donc ils se battent contre nous. Preuve de l'ANER, c'est-à-dire Agence nationale des renseignements. Donc je ne parle pas des Dadi puisque nous l'avions dit depuis très longtemps. Là, je parle maintenant des sources officielles et des Nations Unies. Mais nous n'avons pas rempli les contrats. Ils se battent avec nous en Ituri, ça va, avec les FARDC et ils se battent contre les FARDC. S'il vous plaît, je vous l'ai dit, même un enfant, mon enfant, de première comprend que c'est une bêtise. Mais apparemment, le gouvernement ne comprend absolument pas. Bon, ils comprennent, mais bon, c'est entre les deux. Soit ils sont naïfs. Or, les gouvernements, ils ne sont pas naïfs. Ce sont des gens intelligents. Soit ils sont complices. Donc, je mise plus sur la complicité, soit ils ont peur. Mais entre les trois, vous comprenez qu'un leadership qui se veut changer la République démocratique du Congo, entre ces trois options, eh bien, le choix est clair. Soit vous êtes naïf, soit vous êtes complice, soit effectivement, vous avez peur. Mais peut-être c'est une contrainte aussi, professeur, parce que nous ne disposons pas d'une force dissuasive. Qui vous a dit ça? Parce qu'il y a déjà une menace. Il y a un territoire congolais qui est sous contrôle. Exact. Du coup, quand on n'a pas encore récupéré cet espace-là, nous sommes dans une situation de contrainte. Non, mauvaise formule. Et dans la diplomatie, dans des négociations, dans la théorie des négociations, il y a toujours des cessions. Non, mauvaise formule. Au fond, toute la diplomatie est basée sur deux grandes théories. La théorie de l'intérêt et la théorie du rapport de force. Ça va? Les rapports de force militaires, politiques, etc. C'est-à-dire, ici, dès que nous avons identifié l'ennemi, ok, vous comprenez pourquoi est-ce que la Palestine, jusque-là, n'est pas occupée à 1000% par l'Israël et peut attaquer l'Israël quelquefois. Parce qu'au fond, ils savent se tenir debout, même s'ils savent qu'Israël semble être plus fort militairement qu'eux. Ça va? Donc, la première chose, c'est ne jamais perdre espoir. La première chose, c'est éviter la diplomatie naïve. Je le répète, la diplomatie naïve. Donc, ici,
Que personne ne vous trompe. Parce que ça, c'est la force de l'ennemi. Essayez de vous dire que non, le Rwanda a une armée plus forte que vous. Non, le Rwanda occupe une partie. Oui, ça, nous sommes d'accord. Il n'est pas fort que la RDC. Exactement. Le 23 n'est pas fort que les FARDC. Exactement. Absolument pas. Mais les éléments de l'armée loyaliste sont victimes de cette occupation. Exactement. Et nous sommes d'accord. C'est même ça la naïveté. Parce que vous comprenez que nous ne sommes pas capables. C'est une question de leadership. Ce n'est pas une question de l'armée. Parce que nous ne sommes pas capables, par exemple, de déclencher l'article 63 de la Constitution, qui dit qu'on doit se battre avec tout ce que nous avons. Donc, nous tergiversons. Et malheureusement, le président l'a dit. Moi, j'aime les sources officielles, monsieur les journalistes, n'est-ce pas? Le président de la République a dit, nous privilégions la diplomatie. Mais c'est quelle naïveté et quel type de diplomatie? Parce que lui-même a accepté au même moment. Merci, c'est n'importe quoi. Donc au fond, il est très mal conseillé. Les chefs de l'État étaient entourés, parce qu'ils commencent à les chasser, totalement des ennemis de la République démocratique du Congo, qui ne faisaient que les conseiller. Ah non, nous devons faire les deals. Il a donné de l'or, des mines au Rwanda. Rwandais, il les a donné des trucs. Je me dis, mais en administration publique, s'il vous plaît, chère population, il y a continuité. Les chefs de l'État ne devaient pas venir tâtonner. Parce que la continuité, ça signifie qu'ils devaient comprendre que la République démocratique du Congo a déjà tenté plus de 40 négociations. Ce qui fait qu'il devait prendre des mesures idoines. Lui a repris, totalement comme si c'était la première personne qui commence à négocier avec les Rwandais, qui étaient ses amis. Or, les Rwandais, pour l'instant, les gouvernements, ce ne sont pas nos amis. Ce sont nos voisins, tout simplement. Nous constatons qu'il est en train de changer de posture actuellement. Un peu tard, donc mieux vaut tard que jamais. C'est ça la bêtise. Il a rencontré Kagame à Doha, et il commence à changer même les tons de dénonciation. Est-ce que vous savez qu'on devait même arrêter les chefs de l'État pour haute trahison? Je m'excuse, peut-être que mes mots sont lourds. On devait arrêter les chefs de l'État pour haute trahison, parce qu'on ne comprend pas sa diplomatie, parce que tu sais, on vient de perdre combien de personnes? Peut-être plus de 15 000 personnes à cause d'une décision mal prise. Écoutez, le chef de l'État n'est que chef de l'État, c'est mon travailleur. Ça, c'est le langage que j'aimerais faire comprendre aux gens. Avec notre philosophie que j'itegemea, Tomilu Kelatuso Sangemo Situji Kebela. Il n'est pas mon autorité morale. Il est le chef de l'État garant de la nation, mon premier travailleur. Il n'est pas en train de travailler pour lui, il travaille pour moi, pour moi, peuple congolais. Alors, s'il fait mourir 15 000 personnes par une mauvaise décision, vous pensez qu'on devait faire quoi? Mais il devait démissionner. Des gens qui sont morts parce que lui a décidé de négocier avec Kagame, de donner de l'or à Kagame et je ne sais pas de faire quoi. Donc, quand il se rattrape, j'ai dit félicitations, puisque les linges sales peuvent se laver en famille. Mais j'aimerais l'avertir qu'on ne va pas continuer à tolérer, ça va. Effectivement, c'est déboire. Un peu le déboire, ça signifie c'est dépassement. Parce que pour l'instant, on devait se concentrer contre l'ennemi. Il est dans l'obligation de nous écouter. Pourquoi il ne déclenche pas l'article 63? Donc le chef de l'État, c'est pensé être la personne la plus intelligente du Congo. Professeur, s'il vous plaît, il y a la société civile du Nord Kivu et d'autres forces vives qui pensent qu'avant l'arrivée de la force de l'ordre de l'EAC, le 23 n'était pas Kibumba, n'était pas Rumangabo. Mais après, il y a eu cette zone tampon dont vous parlez. Tout à fait. Mais maintenant, la société civile voudrait le départ de la force de l'ordre de l'EAC et voudrait aller même à pied, s'il le faut, jusqu'à Bunagana, jusqu'à Rutshuru. Et il y a d'autres notables qui soutiennent cette approche-là des groupes d'autodéfense des jeunes dans le cas de mobilisation du président de la République. Vous avez quel positionnement par la rapport position à cela? est claire. C'est là où j'ai dit, s'il vous plaît, gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas avoir des leaders qui n'ont pas des yeux de tous côtés. Comment est-ce qu'ils avaient soutenu cette position avant? Nous ne avons pas soutenu. Je l'ai dit, je mets toute personne en évidence. Dès le départ, on a dit c'est une bêtise. Alors, il faut avoir des leaders qui ont des yeux. Donc, il n'était pas d'accord de la force de notre J'ai dit, dès le départ, c'était une bêtise. La MONUSCO devait déjà partir, puisque la MONUSCO fait partie de notre malheur, là où nous vous parlons. Ça s'appelle ce complot international. C'est-à-dire, nous avons une histoire là où nous devons nous unir. Alors, il y a des gens parfois qui touchent un peu d'argent, qui veulent se faire voir. Alors, je suis pour l'autorité morale, etc. Maintenant, ils ne sont plus pour, hein? Ça va. On les comprend et on est d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Mais c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Si les chefs de l'État comprenaient que tous les Congolais, tous les leaders, même ceux qui sont dans son parti politique, comprenaient effectivement que c'est une bêtise et les lui disent, les chefs de l'État n'allaient pas prendre cette décision. Donc je pense effectivement, mieux vaut tard que jamais. Je me concentre à l'essentiel, mais c'est quand même triste de comprendre qu'on a des leaders en grande partie irresponsables. Excusez-moi, mon mot est dur. Mais je l'ai dit, on doit être constant. Oui, on a beaucoup de leaders. Non, ce n'est pas moi seulement qui l'ai dit. Ça va. Il y a un grand prêtre, l'Église catholique, qui a dit la médiocrité de la classe politique.
Et Mukwege l'a répété. On a une classe politique médiocre, si vous voulez que je puisse les répéter aussi clairement que tout le monde. Alors, je ne comprends pas comment les gens continuent à soutenir des gens médiocres. Ça va? Au fond, cette médiocrité nous pousse effectivement à nous poser des questions. Qu'est-ce que la MONUSCO fait ici? La MONUSCO, l'Eastern African Community, un peu simple, font exactement la même bêtise diplomatique. Ça va? Ils sont en train de traiter directement avec les terroristes. C'est la première fois, à ma connaissance, au monde, ouvertement, parce que ça s'est fait, ça va, on peut négocier, mais sous coulisses. Mais c'est la première fois au monde où nous avons des forces officielles qui négocient officiellement avec les terroristes, commençant par la MONUSCO. Officiellement, la MONUSCO, officiellement. La MONUSCO, je vous l'ai dit, j'y vais. Moi, je parle de l'officiel. Ici, je suis à la télévision, messieurs les journalistes, n'est-ce pas? C'est très officiel. La MONUSCO collabore automatiquement, directement ou bien indirectement avec le M23 à Kiwanja. Ça va? Implicitement, peut-être. Qu'est-ce que vous appelez implicitement? La MONUSCO pour se déplacer. La MONUSCO devait être à côté des FARDC pour se battre contre effectivement les terroristes. Et ils ont toute une brigade pour ça. La FIB. Exactement, sauf si vous ne le saviez pas. Alors, plutôt que se battre contre les terroristes, la MONUSCO est avec les terroristes à Kiwanja et fait des opérations et fait même des patrouilles. Et ne fait rien contre les terroristes. Il demande même des permissions. Pour venir à Goma, vous le savez, la MONUSCO doit demander des permissions aux terroristes. Ah, ce n'est pas ça collaborer. Oui, si vous n'appelez pas ça collaborer, il faut pour vous appuyer, il y a des notables, parmi lesquels des députés provinciaux, qui sont bloqués dans une base de la MONUSCO à Kichanga, qui devraient rejoindre Goma, et beaucoup de journalistes. Exact. La même chose. Exactement. La même chose avec l'Eastern African Community. Mais vous l'avez vu devant toutes les télés du monde. L'Eastern African Community collabore avec le M23, avec les terroristes, et les terroristes leur laissent même des portions de terre, mais pas au FARDC. Non, je pense que, je ne sais pas si les ridicules peuvent tuer. Ouais, le M23 était clair, si un seul élément des FARDC fout, je comprends, donc les soldats de Kibumba, ne vous en faites pas. Nous lançons le feu. Ça signifie que ce sont les terroristes qui font la loi. Donc c'est le gouvernement qui devient un rebelle, et ceux qui font la loi, parce qu'ils collaborent effectivement avec les forces officielles de l'Eastern African Community, nous avons raison, malheureusement. Mais ce n'est pas la raison essentielle. Je pense que je l'ai dit, nous sommes parmi les premiers pays où les forces un peu qui sont supposées soutenir la République démocratique du Congo collaborent officiellement avec les terroristes, et que je cite un des responsables de notre armée qui avait dit, mais là il s'agissait de leurs, donc des tromperies. C'est un peu comme si le gouvernement n'a jamais accepté ces passations de pouvoir entre le M23, n'est-ce pas, et l'Eastern African Community. Mais non, ils sont là. Le gouvernement, c'était... Ils lancent un mot, mais ça s'est fait. Et puis, c'était Kibumba, et puis les camps, Rumangabo. Et puis, vous risquez de comprendre que ça risque d'être Goma. Parce qu'il y a déjà des suspicions dans ce sens-là. Donc, je pense, s'il vous plaît, parce que si les gens ne comprennent pas que nous avons des traîtrismes, nous avons un problème de leadership sérieux, ça va, nous n'allons pas avoir des solutions. Vous allez me permettre de donner des pistes de solutions dans quelques secondes tout à l'heure. Oui. Comme ça que les gens pensent qu'il n'y a pas de pistes de solutions. Puisqu'il y a des gens qui pensent que la situation est tellement catastrophique qu'il n'y a pas de solution. Non, il y a des solutions, messieurs les journalistes. Mais à votre question, vous avez compris effectivement que le traîtrisme, il y a. On ne peut pas accepter, ça va, diplomatiquement, qu'on traite encore avec l'Eastern African Community. L'Eastern African Community devait être déclarée persona non grata et sortir de Goma. Totalement. Parce que ces Rwandais, ces Ougandais connaissent toutes nos positions. Qu'est-ce qu'on fait? Ils connaissent quand nous faisons des renforts, et d'ailleurs eux-mêmes sont là. Et vous voyez à la télé, à la radio, ils font des patrouilles avec les Kenyans. Et ils vont leur montrer même nos positions. Mais s'il vous plaît, c'est quoi ce leadership assez faible? Mais comme vous avez parlé des rapports de force, et dans tout engagement, il y a toujours des gages. Si la RDC quitte aujourd'hui l'Eastern African Community, même pas quitter, si la RDC remercie la force régionale de l'EAC, quelles seraient les conséquences sur le plan sécuritaire, économique et diplomatique? Au moins, on ferait une guerre sachant on se bat contre qui. Si les Kenyans vont entrer du côté du M23 officiellement, on le saura. Parce que là, ils sont du côté du M23 et on ne le sait pas. Comme ça, on va compter 3 pays. Exactement, parce que c'est ça la vraie réalité. Donc, la situation actuelle est défavorable pour nous. Parce que la situation, si l'Eastern African Community partait et la MONUSCO partait, alors nous nous occupons de notre territoire sans avoir de superficie. Et le peuple se prend en charge. Exactement. Et c'est ça la vraie solution. Parce qu'exactement, on ne peut pas sous-traiter notre sécurité et on ne peut pas
pas amener l'ennemi, ça va, venir essayer de défendre notre nation. Alors, si vous permettez, parmi les solutions pour cette... les conséquences d'abord Les conséquences sont claires, ça va. C'est qu'au moins nous allons nous battre ouvertement contre un ennemi connu. Donc nous n'avons rien à perdre. On n'a rien à perdre parce qu'au fond, il y a des gens qui disent, messieurs les journalistes, non, vous savez, on ne devait même pas attaquer les Rwandais parce que vous savez, si on attaque les Rwandais vont nous attaquer. Hein? Et alors là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il dit, mon Dieu, mon roi, apparemment c'est moi qui suis naïf ou bien je ne comprends rien. Donc les gens ne comprennent pas que le Rwanda vient de tirer sur notre 2, 3, 4 fois. Donc les gens ne comprennent pas que c'est les Rwandais avec lesquels nous nous battons depuis tout ce temps. Les Rwandais vont nous attaquer quand? Les Rwandais nous ont déjà attaqués. Nous sommes en guerre contre les Rwandais depuis très longtemps. Alors vous dites, écoutez attentivement, vous dites non, si on attaque les Rwandais parce que we are supposed to retaliate. Un peu, c'est la première fois un pays, on tire sur votre avion, on tue vos militaires, on vous attaque et nous n'avons fait aucune action contre les Rwandais. Je ne sais pas si vous me suivez. Aucune action, même pas tirer une balle. Je vous rassure et je vous rappelle que même l'Ukraine... Il y a eu des communiqués, bien sûr. Non, c'est n'importe quoi, des discours, des blablabla, donc des plaintifs. C'est ce que j'ai appelé la politique d'Autriche, ça va, et la diplomatie naïve. C'est quoi la politique d'Autriche? C'est quand effectivement vous sentez que, par exemple, la France qui vous dit « je soutiens les Congo ». Ce ne sont que des... Excusez-moi, j'allais dire des imbéciles, mais je retire. Ce ne sont que des naïfs, ça va, qui croient en ça. Et vous entendez les États-Unis dire que je soutiens les Congo. Et ils donnent des munitions, 60 millions de dollars au Rwanda pour l'armée. Ça va? Vous, ils vous disent qu'ils vous soutiennent. Ils ne soutiennent pas d'ailleurs le Congo ouvertement. Ils condamnent l'agression du Rwanda. Mais... Je suis encore désolé de voir que le pape vient de commettre la même erreur, n'est-ce pas? Ok, il vient de reconnaître tout ce que nous savons déjà. Ah non, ce sont les néocolonialistes qui viennent piller, balkaniser le peuple. Mais ça, nous le savons, son éminence, le pape. Mais qu'est-ce que vous faites à Vatican? Excusez-moi d'être un peu dur, je suis catholique, je ne suis pas contre lui, ça va. Qu'est-ce que vous faites à Vatican? C'est ce que vous faites les problèmes, parce qu'apparemment, il est dans les complots et il fitige les complots. C'est ce que j'appelle politique d'Autriche et diplomatie naïve. S'il vous plaît, les deux mots peuvent faire cette émission. Politique d'Autriche et diplomatie naïve. Tant que nous continuons dans la politique d'Autriche, il y a des gens qui ont applaudi. Ah, il y a tel pays qui a déclaré en fin de compte que les... Mais ça, nous les avons. Qui ne sait pas que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Le pape a reconnu, le pape a condamné et tout. Et puis quoi? Qu'est-ce que va changer? Nous voulons qu'à Vatican, qu'il y ait des actions. On veut effectivement qu'il y ait des missions diplomatiques pour donner des armes, comme ça s'est fait en Ukraine, vous comprenez? Si la France, les États-Unis continuent à condamner la Russie sans donner des armes à l'Ukraine, ça servira à quoi? Mais n'importe quoi. On peut se venir de ce qui s'est passé entre l'Iran et l'Irak. Exactement. Donc ici, s'il vous plaît, tant qu'on a des autorités qu'on appelle assez médiocres, mon langage est clair, je l'emprunte et je suis d'accord avec ça, on a au moins 90% des autorités, j'ai dit médiocres, c'est-à-dire en deçà de la moyenne. Ils ne devaient même pas être là. Et même dans la classe politique, même des opposants aussi médiocres. Ça va. Donc, mais maintenant, c'est là où nous disons qu'on doit restructurer et chercher une nouvelle, totalement classe politique. Parce que ce que nous avons là, ça va. Les gens ne comprennent pas que ce sont ces gens-là qui nous font piller à Walikale nos minéraux. Ils pensent que c'est qui? Ces gens-là que vous appelez autorité morale, ce sont les responsables de ces chaos qui nous font piller effectivement nos minéraux à Lubero, qui font en ce qu'aujourd'hui, Rutshuru tombe. C'est eux qui ont dirigé cette province pendant toutes ces années. Et ils sont des ministres, ils sont là où vous savez. Donc, au fond, je pense que je devais être clair avec le peuple congolais. Les responsables de notre malheur, nonobstant l'extérieur, mais c'est d'abord l'intérieur. Comme Che Guevara l'a dit, si vous avez 10 balles, pour tirer, alors les 9, vous devez les réserver aux traîtres de l'intérieur. Donc moi, j'aimerais qu'on s'attaque plus à toutes ces autorités morales, en grande partie que j'appelle traîtres de l'intérieur, n'est-ce pas? Qu'on lave un peu notre armée, qu'on renforce notre armée, alors là, nous pouvons nous en sortir. Mais c'est là comment? D'une façon simpliste, rapidement, parce que c'est un grand plan, nous avons à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, qu'est-ce qu'on fait? À court terme, nous déclenchons immédiatement s'il le fallait l'article 63 et l'article 86. Pourquoi? Parce que l'article 63 de notre Constitution nous permet, comme un de nos généraux, le général de la police ici, l'avait dit, nous devons nous battre avec tout ce que nous avons.
même avec de pierre. Et c'est là où nous avons la question que vous avez posée. Je soutiens totalement et j'ai essayé de présenter ça au gouverneur, on ne m'a pas reçu, etc. Je vais partir à Kinshasa pour rapidement proposer et nous soutenons totalement les Ouazalendou, nous soutenons totalement les autodéfenses qui font un très grand travail, soutenus par le FARDC. Il n'y a pas de problème et que exactement l'article 63, il faut qu'il puisse avoir des dotations parce que jusque-là, il y a beaucoup de plaintes, Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence, Monsieur le Président, il y a beaucoup de plaintes de dotations. Dotons à nos enfants les armes, la nourriture et tout. Mais maintenant, cet article 63 va nous permettre, par exemple, dans chaque ville, si nous avez écouté, aucune de nos villes ou bien Kiwanja ne serait pas parti, on a la possibilité, je l'ai dit, avec le mouvement citoyen, le parti politique, tous les gens qui sont en train de prendre conscience, on a la possibilité d'avoir au moins 100 000 jeunes. Parce que Goma compte plus ou moins des millions, n'est-ce pas? 3 millions. 100 000 jeunes, ça va? Personne prêt à défendre la Goma seulement. C'est-à-dire que là, nous les formons. OK, là, le FARDC le forme, 300 formateurs. Ils forment les enfants dans chaque avenue, quartier, etc. Je ne vais pas dévoiler tous les systèmes ici, mais au fond, ça sera impossible de prendre Goma. Ça serait impossible de prendre Rutshuru avec ces stratégies. Parce que le militaire se battrait, mais après un mois de formation, il y a certains de nos jeunes qui seront déjà assez bien formés, mais ça, c'est la formation rapide, comme en Ukraine. Ça va? Au moins dans 3 mois. Oui, qui peuvent aller maintenant au front, aider quand il y a des vides, etc. Donc, au fond, il faut rendre cette guerre populaire. C'est ça le maître mot. Nous sommes dans une révolution politique et culturelle. Pour l'instant, si on ne rend pas la guerre populaire avec l'armée organisée du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, parce qu'au fond, la balkanisation qu'ils cherchent est comment? Pour l'instant, tout le Sud Kivu est pris, par l'armée burundaise. Ici, nous sommes pris par l'armée rwandaise et kenyane. Et de l'autre côté, Grand Nord, par l'armée ougandaise, et les Soudanais vont venir, etc. Et les Érythréens sont là. C'est-à-dire qu'à vrai dire, il ne manque que la déclaration de la balkanisation. Il ne manque que la déclaration de la balkanisation. Non, nous ne sommes plus dans un jeu. C'est la raison pour laquelle l'article 63 doit être appliqué. Avant de prendre peut-être le deuxième plan, est-ce que vous ne pensez pas que le président Tshisekedi a fait déjà le premier plan avec cette mobilisation parce qu'il y a des jeunes qui se sont levés de partout à Kisangani, Goma, Bunia et il y en a qui sont en formation aujourd'hui. Encore assez tard, comme je l'ai dit. Parce que quand même, il l'a fait. C'est ce que j'ai dit. Au-delà de cette naïveté dont vous parlez. Je parle vraiment de la naïveté parce que quand vous prenez une décision et vous la prenez quand il ne faut pas, ça va, vous êtes déjà condamnable. Mais l'élan, ça, c'est l'avant. Je n'ai pas à l'applaudir. Pourquoi je vais l'applaudir? Je n'ai pas à l'applaudir. C'était une obligation. C'était même son devoir régalien. Je le félicite pourquoi? Dis-moi, tu es gardien. Ok, vous êtes journaliste. Je vais vous féliciter pourquoi vous faites votre travail. Et moi, j'ai le devoir de parler. Bien sûr, on verra si ça a été tellement spécial et puis on dit félicitations. Nous sommes bien d'accord, mais je ne veux pas qu'on pense qu'il nous a fait un avantage. Il n'a fait aucun avantage. C'est son rôle et on le paye. Moi, je le paye. Je paye le président, je le fais garder pour ça. C'est ce que j'aimerais que le peuple congolais puisse comprendre parce qu'on commence à avoir des avantages. Il a fait quel avantage où? Sensibiliser pour que nous puissions avoir des militaires. Où est l'avantage? C'est son devoir. Il est le chef des armées. S'il ne le faisait pas avant, c'était lui qui devait être condamné. S'il ne lavait pas tous ses espions dans l'armée, c'est lui le coupable. Si aujourd'hui il commence à en enlever, ça va. Il chasse certains généraux. Félicitations, mais ce n'est pas ça le problème. Il a l'obligation. S'il n'est pas capable qu'il sort, on met un autre président qui sera capable de le faire. Donc, je ne veux plus qu'on ait des ouistes. Félicitations parce que vous êtes réveillé, vous avez nettoyé la maison, mais c'est votre travail de nettoyer la maison. Pourquoi je vais vous féliciter? Donc, au fond, sur ces côtés-là, je suis très dur, ça va, parce que les psychiques du peuple congolais pensent effectivement que dès qu'on vous construit une petite route, n'est-ce pas? Dès que le président a déclaré qu'il y a enrôlement, nous avons tous encouragé et j'encourage. J'ai fait moi-même enrôler beaucoup de jeunes. Ça va, il n'y a pas de problème. Et j'encourage. Mais ça, ce n'est pas l'article 63. Vous me suivez? Ça, c'est un peu d'une façon normale, recrutement normal dans l'armée, avec sensibilisation. L'appel du chef de l'État, c'est OK. Pas de problème et j'encourage. Mais l'article 63 n'est pas encore appliqué. C'est totalement autre chose. Il n'a pas appliqué l'article 63. Il a appliqué ce qui est normal, c'est-à-dire faire des recrutements dans l'armée. Donc, je pense, messieurs les journalistes, je peux passer au deuxième point, ça va? Donc, si nous déclarons la guerre, article 86, c'est toujours le premier point rapidement, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir les budgets nécessaires. Parce que les budgets de la guerre, normalement, c'est dans la programmation. Donc, si le chef de l'État fait des dépenses qui ne sont pas programmées, à vrai dire, il devait être condamné.
Mais malheureusement, tellement nos chefs d'État sont devenus des autorités morales, des petits dieux, ça va. Alors là, les gens vont penser, non, c'est la programmation. Il faut que le budget soit accepté par le gouvernement, par plutôt le Parlement, parce que c'est lui l'autorité budgétaire. Mais c'est quel budget spécial de l'armée qu'on a pour l'instant? Une petite parenthèse, parce que nous allons chuter par les deux autres points. C'est parmi les pistes de solutions, je pense. Ben oui, totalement. Voilà. Est-ce que dans cet état des choses, quand nous déclarons la guerre, quand nous consacrons une grande partie du budget à l'armée, aux opérations, est-ce que vous êtes pour les élections cette année? Oui, ça va se passer. C'est important alors les élections dans une situation de guerre comme ça? Quand il y a un risque de balkanisation, est-ce que c'est important que des politiciens, c'est aussi acteurs politiques, amassent des jeunes pour des campagnes politiques ou pour aller s'enrôler, juste vous allez avec plus de 100 jeunes pour aller vous enrôler, au lieu de les mobiliser à intégrer l'armée? En management, on parle de priorisation des activités et des tâches. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, pour moi, la première priorité, c'est la guerre. Ça va? Une autre priorité, peut-être parmi les deuxième, troisième, ce sont les élections. Ça ne veut pas dire que si nous faisons la guerre, nous ne pouvons pas faire les élections. Absolument pas. Il ne faut pas confondre. J'ai entendu certains députés et d'autres personnes confondre. C'est un peu comme si on disait que si vous mangez le matin, vous ne pouvez pas vous laver le matin. Et si vous vous lavez le matin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas démarrer les véhicules et mettre les carburants. Et si vous ne pouvez pas mettre les véhicules et mettre les carburants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas saluer les voisins. C'est quoi ça? C'est pas la même chose avec la guerre parce que les non, déplacés sont là. Il y a je parle de succession. Bien sûr. Je parle de succession. Je vous rappelle effectivement que les deux élections que nous avons eues, ça va même le 3, il y avait toujours la guerre. Parce que nous parlons de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui pensent que la République démocratique du Congo, c'est Goma, ils se trompent. Je vous précise effectivement qu'à Beni, et à Butembo, on n'avait pas voté de président. Ça va. Et qu'effectivement, nous avons depuis lors plus de 120 groupes armés. Et partout, il y a ces plus de 120 groupes armés, on n'avait pas voté de président, monsieur. Ça s'appelle la République démocratique. Donc, pour ceux qui confondent et pensent que la République démocratique du Congo, c'est leur maison, n'est-ce pas? À Goma ou bien à Kinshasa, ils ne comprennent pas. Donc, s'il vous plaît, la priorité, c'est la guerre pour libérer tout le territoire. Ça va, ça c'est sûr, clair, noir. C'est la priorité des priorités. Mais exactement, ça n'exclut pas que nous puissions rapidement préparer les élections parce qu'effectivement, avec un leadership qui ne semble pas être très éclairé, jusqu'à preuve du contraire, même si on sent qu'il semble avoir la bonne volonté, mais sur le terrain, on n'a rien. On n'a pas grand-chose au moins, ça va. Et nous n'avons besoin que des résultats. Donc, dans ce sens-là, il nous faut aussi des élections d'une façon constitutionnelle. Et à moins que la guerre soit totale, vous comprenez? Alors là, nous allons constater, ce n'est pas en Ukraine, avec cette guerre totale-là, que vous allez demander les élections immédiatement. Donc, si la guerre d'occupation aussi. Oui, je suis d'accord. Mais une guerre totale, c'est-à-dire l'article 86 déclaré, on y met les budgets. Vous comprenez? À ce moment-là, nous pouvons avoir une sorte de motif et se dire, bon, ok, voyons encore dans 5-6 mois les temps de faire ABCD. Mais pour l'instant, il faut les élections et nous devons nous préparer aux élections. Alors, deuxième grande stratégie à court terme, ça va, c'est un peu... on a des articles qui sont déjà prévus. Donc, nous devons avoir les budgets nécessaires. C'est vrai, pour 2023, on félicite les gouvernements. Ils sont passés à 1,5 milliard, n'est-ce pas? C'est déjà bien, mais nous pensons que comme nous sommes pratiquement en état de guerre, nous devons faire mieux. Mais nous devons avoir aussi des lois, okay? Comme par exemple cette loi-là. On félicite le ministre. Vous voyez, je félicite quand il faut féliciter, ne vous en faites pas. On félicite le ministre de l'ESU pour cette tentative, malgré tout, pour qu'il y ait des petites formations au niveau des universités. Mais non, mais ce n'est pas ça l'article 63. Nous avons demandé des vraies formations. Et il y a une autre loi, ça va, qui est au Parlement jusque-là. Je ne sais même pas ça sort d'où. Ces députés font quoi? Je ne sais pas, vous êtes en train d'applaudir quel type de députés. Ils font quoi là-bas? Il y a une loi qui est proposée depuis plus de 2 ans, sauf si je m'abuse. Ça va, quelqu'un avait proposé, j'oublie son nom, ok, que nous puissions avoir des services militaires et nous avions soutenu, n'est-ce pas? Dès qu'on finit l'école secondaire, la loi n'est jamais passée. Or, cette loi-là... Parce qu'il n'y a pas de loi, c'est une proposition de la jeunesse Billy Kambale. C'est une proposition de loi. C'est-à-dire, quand il y a une proposition de loi, ça passe au Parlement et pour que ça puisse maintenant devenir une loi, ça n'a jamais été traité. Jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle, et vous dites que vous avez des députés qui aiment cette nation, qui aiment la protection. Non, nous voulons des textes. Nous voulons, par exemple, qu'on ait des changements dans la Constitution. Qu'on enlève, par exemple, l'article 217, parce que ça favoriserait la division, ok, de la République démocratique du Congo. Donc, il y a des pièges. Vous voyez le travail, hein?
qu'il faut faire rapidement à moyen terme. À moyen terme, on a l'article 217, par exemple, de la Constitution qui nous parle de la possibilité de laisser des espaces, n'est-ce pas, pour l'intérêt de l'Afrique. Vous comprenez, c'est lui qui avait fait cette Constitution. On a au moins 4 à 10 articles qu'il faut enlever. Ça, c'est à moyen terme. Mais maintenant, à long terme, la République démocratique du Congo doit être un État, ça va, à dissuasion des armes nucléaires, à dissuasion des armes massives. Parce qu'effectivement, pour ceux qui... vous avez même vu... je ne vais pas l'appeler Tintin, qui s'appelait facilitateur, qui est venu, il a dit, vous savez, vous n'avez même pas besoin d'avoir la force militaire. Mais quelqu'un comme ça, on devait l'étrangler. Excusez-moi d'être dur, je ne cite pas les noms. Je ne cite pas des noms. Chacun va se retrouver. Tout un quelqu'un qui s'appelle facilitateur et il vient vous dire, non, vous savez, hein, vous n'avez pas besoin de la force. Vous n'avez pas besoin... Non, je ne vais pas citer des noms pour raison déontologique. Vous m'avez demandé que je sois quand même déontologiquement correct, n'est-ce pas? Et nous l'avons accueilli et applaudi. Quelqu'un qui vous dit que vous ne devez pas être fort militairement. Et que vous savez effectivement que, comme je vous ai dit, que dans la diplomatie, il n'y a que 2 choses. L'intérêt et les rapports de force, les plus primordiaux. Donc, il faut des armes à dissuasion massive et des armes nucléaires. Mais c'est là maintenant. Pour l'instant, on doit favoriser 5 forces. La première force, ça ne doit pas être la force de la diplomatie. Ça doit être la force militaire. Totalement. La deuxième force, pour aller rapidement, ça doit être la force politique. Parce que nous avons des politiciens tellement qui sont occupés à faire des élections plutôt qu'à se battre, à mobiliser la population. Vous l'avez même dit indirectement, mobiliser la population pour que nous puissions nous battre contre tous ces gens. Vous savez, je suis un panafricaniste. On dit ceci, quand le village brûle, on doit tous aller éteindre. Ça va? Et on ne doit plus continuer à s'occuper de sa maison parce que ta maison risque aussi de brûler. Alors, deuxième adage, on dit, quand les serpents entrent dans la maison, ça va? Quels que soient vos conflits, tuez d'abord les serpents, chassez les serpents, vous allez continuer, papa, maman, à vous battre après. Mais nous avons une classe politique tellement médiocre, excusez-moi, ça va, qu'ils continuent à se disputer. Tout le monde veut être député, tout le monde veut être président de la République, tout le monde veut être ministre, ils veulent rester, vous comprenez? Non, ils préféreraient qu'à Loubert, on continue à tuer tout le monde et à Kichanga, mais eux restent les leaders charismatiques et ministres de Loubero. Vous comprenez? Les genres de politiciens qu'on a. Non, c'est très sérieux ce que j'ai dit. Donc, Beni, on tue tout le monde, mais lui, il reste l'autorité morale de Beni. Et il s'en vante. Mais les gens qu'on tue à Beni, pour lui, ça ne les regarde pas. Donc, à ce moment-là, la force politique, ça doit changer de philosophie, avec notre philosophie que je t'ai guémé. Troisième force, c'est la force effectivement diplomatique. Mais on cesse avec la diplomatie naïve. Une diplomatie agissante pour le peuple congolais et rien que pour l'intérêt du peuple congolais, mais d'une façon ouverte, pas d'une façon cachée. Ça va, on cite les chiens et les chats, on leur donne leur nom. Les États-Unis, on n'est pas avec vous parce qu'on a vu depuis les indépendances, vous n'êtes pas avec nous. Si vous ne changez pas, on change et on prend les conséquences. Quatrième force, c'est la force de la justice. Mais je me pose des questions, vous avez entendu qu'on a fait des embargos, on a condamné certains politiciens congolais par la justice américaine. Ou bien par la justice à l'extérieur. Des sanctions de l'Union européenne. Et des sanctions. Mais nous n'avons jamais sanctionné qui que ce soit. Même pas Kagame. Même pas des gens qui nous tuent du Rwanda. Même pas effectivement ses complices. Ça va des États-Unis. On ne les a jamais sanctionnés. Mais j'aimerais que notre justice puisse vraiment faire une grande part. Et c'est possible. Et la cinquième force, c'est la force communautaire. Nous avons plus de 450 groupes ethniques, etc. Ça va? Non, on doit faire une stratégie de sorte qu'on s'unisse et qu'il n'y ait pas une sorte d'ethnie qui se dise c'est nous qui avons des problèmes. Ça va? On doit directement les coincer. Exactement. On doit directement les coincer et montrer qu'il n'y a pas de problème. Il y a toute une stratégie, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de problème tribalo-ethnique. Même si on sait qu'en bas, il y a des petits problèmes comme partout au monde. Ça va? Ça existe toujours, mais ici, on n'a pas affaire. Ça va, à des histoires tribalo-ethniques. Même si, encore une fois, un des facilitateurs était venu et dire devant tout le monde que lui était venu pour résoudre les problèmes communautaires du Congo. Et les gens l'avaient applaudi à Kinshasa, ici à Goma. J'ai dit, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir des leaders aussi, excusez-moi les mots, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi bas que ça? Quelqu'un qui vient, il dit, il est facilitateur, il vous dit, il vient, chef d'État aussi. C'est grave. Il vous dit, je viens résoudre votre problème communautaire. Papa, nous vous avons appelé peut-être parce que nous sommes en guerre et résoudre un problème d'État en État, n'est-ce pas? On se bat contre les Rwandais, on ne se bat pas contre une sorte d'ethnie. Vous comprenez le langage?
On ne doit pas jouer cette fibre-là. Alors, eux veulent jouer cette fibre-là. Il y a génocide. Non, 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 non. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Mais nous sommes contre toute personne qui se bat contre la République démocratique du Congo, quelle que soit votre ethnie. Alors, si votre ethnie se bat contre la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo ne va pas se battre contre une sorte d'ethnie. Ça va se battre contre des individus, qui qu'ils soient. Si les terroristes sont blancs, sont arabes, sont etc., nous allons nous battre contre les terroristes. Donc je pense que ce sont des stratégies simples et des solutions, mais malheureusement, nous sentons que l'application se fait à tâtons. Or, ici, il faut sortir du cercle vicieux pour entrer dans un cercle de valeurs. Parce que nous sommes en train de tourner en rond. Et pour cela, le président de la République, qui est le garant de la nation, le peuple congolais, nous devons casser. On ne doit plus tâtonner. Il faut prendre le risque nécessaire. Le leadership doit être un leadership éclairé. Apparemment, le chef de l'État a peur. Si je prends telle décision, j'aurai de problème avec les Américains, j'aurai de problème avec tout le monde. Et pourtant, le complot est déjà clair. Il doit prendre les risques et le peuple va les protéger parce que c'est notre travail. Heureusement, vous êtes professeur d'université. J'espère que vous allez transmettre par écrit ce plan stratégique quand même qui des droits. C'est déjà fait. Il n'écoute pas. Le problème, c'est que... Il l'a. Non. Je vais le chercher. Je vous dis, je vais le chercher. Parce que je n'ai pas à déposer n'importe quoi. Tu risques de déposer un plan devant l'ennemi. On croise les gens. J'ai essayé de croiser certaines personnes du gouverneur. Ben, ils n'ont pas accepté les rendez-vous. Bon, je monte à Kinshasa. Je vais voir si on va encore le voir. Parce que beaucoup de jeunes, par exemple, pour ces petits plans, les petits plans de la défense de la ville de Goma, ça va, c'est important. Nous pouvons défendre notre ville. Mais pourquoi on ne nous permet pas de défendre notre ville? Les jeunes, le Lucha Filimbi, nous voulons que la Eastern African Community puisse sortir. Mais c'est plutôt la police qui nous attaque, qui ne veut pas qu'on puisse manifester. Donc, or, la confiance se mérite. Excellence, monsieur le gouverneur militaire, la confiance se mérite, la confiance ne se décrète pas. Tant que vous agissez comme si vous étiez contre la population, la vie de la population, je précise l'article 5 de la Constitution, c'est la population des souverains premiers. Ce n'est pas vous, excellence, monsieur le gouverneur, ni excellence, monsieur le président. Vous n'êtes pas les souverains, c'est le peuple les souverains. Non, vous avez l'obligation d'écouter le peuple. Je n'ai pas dit écouter la rue, il faut faire attention. J'ai dit écouter le peuple, même faire des sondages. Les sondages sont clairs, nous ne voulons pas de l'Eastern African Community, nous ne voulons pas de la MONUSCO, nous voulons effectivement que la guerre soit populaire. Et la guerre populaire, mais apparemment le président ne veut pas que la guerre soit populaire. Il continue. Au fond, beaucoup d'entre eux sont encore à Kinshasa, un peu dans les bruits, je m'excuse un peu, en train de s'occuper de comment je vais garder et rester président, comment je vais faire des voyages. Maintenant, là où je vous parle, le président de la République ne devait plus porter des costumes. Il devait faire plus ou moins un peu comme en Ukraine. Il est en guerre. En guerre, on ne porte pas de costumes, on se bat. Il doit se présenter comme un chef de guerre. Pour l'instant, nous avons besoin d'un président, du président, parce qu'il peut encore se rattraper. Excellence, monsieur le président, vous pouvez vous rattraper, nous allons applaudir, ne vous en faites pas. Comportez-vous comme les chefs des armées, parce qu'il s'agit de vos fonctions. Je ne vous demande pas, c'est une obligation. Mais jusque-là, vous vous comportez, je ne sais pas comme qui, mais franchement, ce n'est pas comme les chefs des armées. Un chef des armées, on le voit en armes. On le voit parler comme un militaire. Oui, les temps changent quand même, on les félicite, mais même sa tenue, venir en armes, il a peur de mourir. Comment le chef a peur de mourir? Mais si le chef a peur de mourir, alors nous allons fuir. C'est le commandant suprême des FARDC. Mais le commandant suprême, parfois, doit être au front, il encourage les gens, etc. Et pas sporadiquement. Même le Premier ministre, même comment est-ce que le ministre, mais il vient pour un jour, 2 jours, il part. La guerre se passe plus ici qu'à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa? Et puis ils disent non, nous avons envoyé l'argent, mais l'argent a disparu. Bien sûr, mais parce que vous avez envoyé le poids de l'âge aussi. Qui démissionne. Écoutez, monsieur le journaliste, apparemment vous ne me comprenez pas. Je vous comprends, mais... Nous ne fonctionnons pas avec les individus. Ouais. Nous fonctionnons avec l'intérêt du peuple congolais. Si vous êtes vieux et que vous ne pouvez pas fonctionner, démissionner, on met des jeunes qui peuvent faire ça. Vous allez être leurs conseillers. On a besoin des gens capables de se battre pour la nation. On n'a pas besoin qu'on adule ces autorités morales qui doivent rester là éternellement. Celui-là meurt, on change. Tu meurs, on change. Parce que ceux qui meurent là, ça va. Vous pensez que ce ne sont pas des hommes comme le chef de l'État. Ce ne sont pas des hommes comme le ministre de la Défense. Voilà un colonel qui est tombé avant-hier. Donc si le président est tombé, au moins il va tomber au champ de bataille. Lui-même avait dit qu'il va se considérer président quand on va libérer cette nation. Et qu'il est prêt à mourir au champ de bataille pour le Congo. Mais qu'il vienne mourir. Parce que nous sommes en train de mourir. On ne le demande pas de mourir. Moi, je sais qu'on va le protéger. Ça va. Qu'il vienne, il va voir comment est-ce que... Parce que quand un chef vient, il s'installe, comme il avait dit, ça va.
il harangue des foules. Tous les moyens, toutes les décisions se passent dans quelques secondes. Je cite par exemple, il y a carence des armes ici. Ça va? Pourquoi est-ce que les armes n'arrivent pas à Kichanga? Ah non, il décide, vous comprenez? C'est lui le chef des armées. Mais il est encore à Kinshasa, on ne sait pas, il va appeler qui avec l'expertise de l'espionnage de nos amis, n'est-ce pas? Ils ont toutes les informations. Non, qu'ils viennent ici et il fait des choses avec les commandants ici. Il a peur. Non, il sait que Goma va tomber. C'est la raison pour laquelle il ne vient pas. Alors qu'il n'y avait pas une menace. Mais voilà, il n'est même pas venu. Donc, vous comprenez. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour lui de s'installer maintenant. Pour le peuple congolais, Excellence, Monsieur le Président, comportez-vous, je le répète, comme un chef des armées. Parce que pour l'instant, nous avons plus besoin d'un chef des armées que tous les restes. Un chef des armées, il se bat avec son peuple. Il est au front. Je ne dis pas qu'il doit être à la première ligne, s'il vous plaît. Il est quand même au front et régulièrement, pas sporadiquement. Je ne sais pas pour quelle raison le chef d'état-major vient une fois, il fait 2 jours, il part. Il part où? Il part où? La guerre est ici, ça va. Et que quand même, Goma, c'est une grande ville, vous comprenez? Donc il y a un peu tout ce qu'il y a comme logistique. Il doit être tout prêt pour donner vraiment des commandements assez clairs, vous comprenez? Parce que la chaîne de commandement, je ne vais pas le dire ici, est assez complexe. Ça va? Pour obtenir même 2 armes, il faut aller à Kinshasa, logistique. Non. Dès qu'il est ici, les ordres sortent dans moins de temps. Et Goma ne peut pas tomber. Lui-même contrôle les actions parce qu'il est au sommet. Excellence, Monsieur le Président, je décide effectivement que les 5 autres hélicoptères viennent. Pas qu'on doit d'abord me faire rapport, qu'est-ce qui s'est passé à Kichanga. Lui-même va quand même tout près de Kichanga. Ça va? Vous voyez un peu le commandant Mamadou, le général Mamadou. Il était lui-même au front. Vous le voyez lui-même en train d'haranguer, effectivement. Voilà, ça c'était un militaire. Donc le chef de l'État doit se comporter en chef des armées pour l'instant. C'est que je ne pense pas qu'il est en train de faire. Il est très mal conseillé. J'espère qu'il va... Mais il faut qu'il se rattrape parce qu'on va lui obliger bientôt. Ouais. Parce que, écoutez, mon grand message, si le chef de l'État ne nous comprend pas, et que nous n'allons pas laisser le peuple congolais être balkanisé, nous allons nous attaquer au chef de l'État et avec son gouvernement. C'est ce que vous voulez. Normalement, non. Parce qu'ici, c'est le moment de s'unir. Mais plus il continue à prendre de mauvaises décisions qui avantagent l'ennemi, parce que l'ennemi ne fait qu'avancer, il risque d'arriver à ça qu'il a. Je vous dis, si l'ennemi arrive à ça, Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous allez voir la face du peuple congolais, article 5. Nous n'allons pas vous laisser continuer, ça va, à raconter des histoires, on ne voit pas des résultats. Mais si vous récupérez Bunagana, mais nous allons applaudir. On ne connaît pas toutes les stratégies que vous avez. Parfois, on n'a même pas besoin de les connaître. Est-ce que tu as besoin de savoir ton cuisinier, tout ce qu'il a fait pour t'amener d'hamburger? Non! Il ne faut pas penser que c'est spécial. Le cuisinier fait tout ce qu'il a à faire à la cuisine, mais qui vous amène la nourriture à temps. C'est nous, le peuple congolais. Nous vous exigeons des résultats. Nous ne vous commandons pas. Nous ne vous demandons pas. Nous vous exigeons des résultats parce que vous êtes nos travailleurs. Et si vous êtes incapables de nous amener des résultats, eh bien, comme je vous l'ai dit, nous allons chercher d'autres personnes pour nous amener des résultats. Voilà, qu'on n'en arrive pas là, s'il vous plaît. Vous avez parlé des chefs des armées. Maintenant, est-ce que vous avez un petit message pour les militaires qui sont au front maintenant et toutes les populations déplacées? Pour terminer. Je félicite tous les militaires qui sont en train de se battre matin, midi, soir, dans des conditions difficiles. Je vous assure que le peuple ne peut pas vous abandonner. Vous êtes des héros et nous avons confiance en vous. Nous n'avons qu'une seule armée, ça s'appelle le FARDC. À la population, je demande effectivement que nous ne puissions pas commettre une des erreurs majeures. C'est de perdre espoir. J'entends, je suis des chaînes de radio, télévision, WhatsApp. Il y a des gens, c'est un peu comme si nous avions déjà tout perdu. C'est un peu comme si on ne peut plus rien. Non, s'il vous plaît, ça c'est l'arme de l'ennemi, ça va. Parce qu'il veut vous faire perdre espoir. Il veut vous dire que lui, il est fort, ça va. Et que vous puissiez vous laisser faire. Non, peuple congolais, c'est le moment où on ne peut pas à perdre espoir et on doit s'élever. Je vous demande d'être prêts parce que nous sommes en train de nous battre et nous essayer de convaincre les chefs de l'État avec tout le monde, ce n'est pas moi seul, avec tout le monde pour qu'ils puissent appliquer l'article 63 de notre Constitution. Parce qu'on ne veut pas le faire en désordre. Ce qui veut dire, peuple congolais, peuple de Goma, peuple de la République démocratique du Congo, chers jeunes, Lucha, Filimbi, Léoazalène, soyez prêts parce que d'ici là, tout le monde va avoir des armes pour protéger la portion où on sera. Soyez vraiment prêts. Nous allons le faire. Si le chef de l'État ne nous comprend pas, ça va. Nous allons utiliser les articles de la Constitution pour même demander son départ pour qu'on mette un autre chef de l'État qui va nous autoriser à défendre notre terre. La terre de nos ancêtres, on ne peut pas la laisser à ces cafres, comme on le dit.
On ne peut pas laisser 1 mètre de notre territoire à ces gens qui complotent contre la nation congolaise. Il est grand temps que vous puissiez avoir confiance en vous. Je ne dis pas en Dadi Saleh, mais ayons confiance au peuple congolais qui est un grand peuple. Un peuple qui aime les gens. Nous n'avons pas attaqué un pays. Nous n'avons ni attaqué les Rwandais, nous n'avons pas fait des génocides au Rwanda, nous n'avons pas attaqué les Burundi. Nous avons attaqué qui, s'il vous plaît? Nous devons seulement défendre notre nation. Et je le répète, si l'article 86 est appliqué, ce n'est pas pour attaquer les Rwandais, non. C'est pour nous défendre. Mais parfois, si l'ennemi ne comprend pas, la meilleure défense parfois c'est l'attaque. Mais on n'en est pas là. Donc je ne demande pas qu'on puisse attaquer les Rwandais. Je demande qu'on puisse avoir la force nécessaire pour que tous ces enfants qui jouent avec nous pendant plus de 20 ans, et le chef de l'État l'a dit et l'a déclaré pendant plus de 30 ans, ils continuent à jouer avec nous comme des bichouchous, que ça puisse cesser. Si on ne se prend pas en charge, ce ne sont pas les Nations Unies, ni les Américains, ni les Kenyans qui vont le faire à notre place. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec le professeur Dadi Saleh. Il est analyste indépendant et professeur d'université. C'était un plaisir de vous recevoir sur Afro Info 243. Plaisir partagé. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous laisser votre point de vue en commentaire au sujet de toute la matière partagée par notre invité du jour. Laissez-nous un j'aime, partagez la vidéo surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner, ouvrez la cloche de notification pour rester en alerte de l'actualité en République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.